Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue dans Super Docteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Perret, médecin généraliste, maître de stage universitaire et hypnothérapeute. Son expérience et sa pratique de l'hypnose en médecine générale en font une référence incontournable pour explorer ce sujet fascinant. Dans cet épisode, je souhaite découvrir avec lui si l'hypnose peut véritablement trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique. Comment fonctionne-t-elle ? Quels sont ses résultats scientifiques ? Quelles indications privilégier et quelles précautions prendre ? Et surtout, comment pouvons-nous, médecins généralistes, intégrer concrètement l'hypnose dans nos consultations quotidiennes pour améliorer le soin de nos patients ? Je vous invite à vous joindre à moi dans cet épisode qui s'annonce passionnant afin de faire le lien entre la médecine générale et l'hypnose. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu, merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Nicolas, peux-tu me dire qu'est-ce que l'hypnose et à quoi ça sert, s'il te plaît ? Je pense pour commencer, il faut démystifier un peu les choses. Il y a beaucoup de stéréotypes, de préjugés par rapport à l'hypnose. Et j'aime distinguer en fait trois types d'hypnose. Tu as l'hypnose qui est faite à l'hôpital avec l'hypnosédation, l'hypnalgésie qui aide aux opérations. Et puis à l'opposé, tu as l'hypnose de spectacle qui est faite par Mesmer, qui est très musical, on va dire. Parfois, je pense qu'il vient un petit peu être délétère par rapport à notre image d'hypnothérapeute. Et puis, entre les deux, tu as tout ce champ de psychothérapie dans laquelle l'hypnose se glisse, faite par des soignants ou des non-soignants, médecins ou non-médecins, pour accompagner les gens dans des parcours de vie parfois difficiles. On verra ensemble les indications, mais voilà. Donc, il y a trois types d'hypnose. Et aujourd'hui, l'hypnose, faut voir ça comme une thérapie brève, en fait. C'est une thérapie qui se joue sur quelques séances. Donc, le résultat logiquement assez rapide. Et on parle d'état de modifié de conscience ou de transe. Alors le mot transe c'est toujours un petit peu peur en Occident, mais c'est vrai que on passe par une modification d'état de conscience pour accéder à des ressources, à des solutions, à des levées de boucliers, à des levées de blocage, on va dire, pour passer à des états de soulagement, de solution. Et moi j'aime bien dire qu'on sort de la sclérose en place. Tu vois, on aide les gens à remettre du mouvement dans leur pensée, dans leur fonctionnement, pour apporter des solutions, des réponses et voire une guérison parfois. Très bien, c'est clair. Quels sont ces mécanismes scientifiques ? Comment ça marche l'hypnose ? Comment est-ce qu'elle agit sur le cerveau et le corps ? Est-ce qu'on le sait ? Alors, c'est une très bonne question. Je voudrais juste quand même dire un petit peu avant que l'hypnose passe par un process s'appuie sur des processus de communication verbale et non verbale, à la fois par des protocoles euh, de, de gestes, par des façons de parler, des rythmes de parole. Donc, il y a toute une base, en fait, déjà très pratico-pratique, technique de l'hypnose. Et puis, en effet, il faut pas oublier qu'en France, l'hypnose est surtout basée sur le travail de Milton Erickson, qui était un psychiatre, psychologue américain dans les années 1900, il est mort en 80, je crois, Erickson. Et on travaille beaucoup par rapport à ce qu'il a, lui, euh, on va dire, fait. Il n'a pas fait de protocole précis, mais ses travaux ont permis aujourd'hui de faire ce qu'on fait nous. Et le travail en hypnose se base sur l'accompagnement d'un inconscient bienveillant, on va dire. On va potentialiser les ressources du patient. Donc ça, c'est la base un peu théorique-pratique. Après, en effet, tu as raison. Bah, au regard de la science, comment ça marche? Alors déjà, l'hypnose, ça fait des millénaires qu'elle existe dans différentes cultures, Ok. différents pays. On va pas trop parler de tout ça. En France, on peut déjà mettre un point sur Charcot, comme qui a beaucoup fait d'hypnose à Salpêtrière. Après, t'as Freud qui a aussi mis les pieds dedans avant de basculer en psychanalyse. Mais nous, on va dire qu'on l'hypnose a pris vraiment sa place dans la science grâce aux neurosciences. Et ça, c'est plus les années 90 qui ont été pour nous intéressantes à observer. Et il y avait le docteur Fémonville à Liège en Belgique qui a commencé à étudier les patients en hypnose avec des IRM fonctionnels. Elle a démontré que dans l'IRM, en fait, le flux sanguin était plus conséquent et les zones plus actives du cerveau sous hypnose. Par la suite, il y a eu beaucoup d'études avec les PET scans, les IRM, et c'est assez récemment, d'ailleurs, en 2019, que c'est Pierre Rainville, ouais, c'est ça, au Québec, qui est un spécialiste en neurosciences, qui lui a démontré qu'il y a vraiment trois zones qui sont activées lorsqu'on fait de l'hypnose. Tu as la zone qu'on appelle le cortex singulaire antérieur et précuneus. Ce sont des zones qui sont en lien avec tout ce qui est focalisation, attention, absorption, et aussi l'agentivité. L'agentivité, c'est le sentiment d'être responsable de ses mouvements et de ses actes. La deuxième zone du cerveau qui s'allume, entre guillemets, tu sais, à l'IRM,
C'est le cortex préfrontal et l'insula. Et là, c'est plus tout ce qui est le lien entre nos réactions physiques et nos pensées. Et la troisième zone qui s'active et qui permet de travailler en hypnose, c'est le cortex singulaire postérieur. Lui, il est en lien avec la réduction de la conscience de soi et il baisse le facteur critique. Donc tout ça, c'est prouvé, on le sait, ça marche comme ça. L'IRM est là pour nous le prouver, pour nous montrer les choses. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que ces zones de cerveau qui s'allument, c'est pas tout à fait les mêmes zones qu'on retrouve en état de conscience modifié dans d'autres situations, ni même dans le coma. Tu vois, donc c'est vraiment spécifique à la transe hypnotique. Donc c'est assez intéressant de montrer tout ça. Et puis il y a tous les processus aussi d'activation ou de freinage du système ortho ou parasympathique, qu'on retrouve aussi dans la méditation ou dans la sophrologie, où là, on va avoir des modifications de tonus musculaire, on va avoir des modifications du rythme respiratoire, du rythme cardiaque, et on va avoir cette capacité, en fait, cette réceptivité plus grande à la suggestion. La suggestion, c'est ce qu'on propose aux patients, à verbal ou non verbal, pour aller là où il faut aller pour travailler. Donc la science, elle est maintenant du côté de l'hypnose, il n'y a même plus de questions à se poser, mais c'est intéressant de voir que c'est plutôt les imageries qui ont permis de mettre des preuves du concret sur ce qui se passait en hypnose. C'est passionnant. J'ai ignoré que nous savions qu'il y avait des zones précises qui s'hypervascularisaient sous hypnose. C'est fascinant. Restons dans la science, si tu le veux bien. Est-ce que tu sais s'il y a des études scientifiques qui ont pu être publiées sur l'efficacité de l'hypnose dans différentes Mhm, pathologies ou mhm. troubles? Aujourd'hui, on est à peu près à plus de 15 000 études, donc c'est quand même énorme. Alors bien sûr, il faudrait voir une par une le bien fondé et la pertinence, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bibliographies internationales sur l'hypnose. Donc pareil, là, je crois qu'on n'a plus grand-chose à prouver de ce côté-là. Moi, j'aime à dire qu'en fait, l'hypnose a pris sa place en France, surtout par rapport à l'Académie de médecine qui en 2013 l'a reconnue. Ok. En 2015, c'est l'HAS, basé sur un rapport de l'INSERM qui lui-même s'est basé sur 6 revues Cochrane avec 16 essais randomisés, où là, en fait, l'HAS s'est positionné en 2015 en disant, voilà, l'hypnose est indiquée. Il y avait plusieurs indications, c'était les TFI, les colopathie fonctionnelles, Les quoi, pardon? tout ce qui est troubles fonctionnels intestinaux, Ok, les TFI. d'accord. Il y avait les bouffées de chaleur dans la ménopause, il y avait la radiologie interventionnelle qui avait été aussi validée, il y a tout ce qui est les soins dentaires, la dyspepsie. Donc tu vois, la HS en 2015, assez positionnée. En 2017, c'est la Société française de médecine d'urgence qui a mis place pour l'hypnose dans les soins d'urgence. Donc on a maintenant, tu vois, plusieurs choses qui sont assez concrètes. Et puis on a aussi des centres de recherche comme le centre de l'Arche, qui est la plus grande école d'hypnose à Paris, dirigée par Kevin Finel, qui là fait beaucoup de recherches en neurosciences sur l'hypnose. Et tu as des CHU comme Bordeaux, par exemple. Où à Bordeaux, il y a plus de 500 soignants qui sont formés à l'hypnose et qui font beaucoup d'études, de recherches à la fois à l'hôpital et en dehors de l'hôpital pour continuer à valider, prouver, démontrer l'efficacité de l'hypnose dans les soins. Donc c'est intéressant. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est les formations par les DU, où tu as des thèses qui sont faites pour venir appuyer aussi cette démarche de démontrer que l'hypnose a une place dans beaucoup d'indications pour accompagner les patients. Donc c'est intéressant de voir qu'on a vraiment aujourd'hui un panel de recherche, d'études, de gens sérieux aussi qui se penchent sur le sujet, des médecins et même des non-médecins, pour venir attester que c'est un vrai outil et non pas de l'ésotérisme. Excellent. Donc tu m'as parlé des troubles fonctionnels intestinaux, de la Ouais. ménopause, des soins dentaires, de la dyspepsie, des soins d'urgence. Est-ce que tu as notion d'autres indications, que tu ne m'as pas encore citées ou alors, d'indications que toi tu retrouves dans ta pratique quotidienne dans lesquelles tu utilises l'hypnose, des indications qu'on n'aurait pas encore citées jusqu'à présent? En fait, ces indications, si tu veux, sont multiples, elles sont même sans OK. limite. Mmh. Aujourd'hui, l'hypnose, c'est pour les douleurs, c'est pour les difficultés psychologiques, les phobies, les stress, l'accompagnement à l'accouchement, les soins palliatifs, la préparation du sportif pour une épreuve de haut niveau. Ça peut être des patients qui ont par exemple des choix difficiles à faire dans leur quotidien, ils veulent être guidés pour des choix. Ça peut être de la dermatologie, du psoriasis, de l'eczéma. Mmh. Moi, j'aime beaucoup parler des psychotraumas, puisque c'est un peu là sur quoi j'aime insister et je suis formé plutôt pour ça. Donc c'est vrai que tout ce qui est psychotrauma, alors là, dans notre société actuelle, malheureusement, on sait de plus en plus. Mais en fait, la vraie question n'est pas quelles sont les indications, mais quelles sont les contre-indications. On va y Parce que venir. les indications, il y en a tellement que tout est hypnose, en fait. La condition de bien baliser les choses, c'est-à-dire de mettre un cadre bienveillant, de rester dans les indications qui sont claires, d'une motivation claire par rapport au patient,
qu'on ait une confiance médecin-patient, une relation qui est assez sécure pour travailler. Donc une fois que tu as mis un cadre de travail, que tu as balisé les choses, que tu as sécurisé en fait les deux parties, tout peut être hypnose en fait. C'est clair. Donc les indications sont potentiellement sans limite, comme tu viens de me le rappeler. Est-ce que tu as notion d'éventuelles contre-indications? Ou alors est-ce qu'il y a des tableaux cliniques particuliers dans lesquels on a des précautions particulières à prendre avant Mmh. d'employer les techniques d'hypnose avec un patient? Alors la première chose, c'est que lorsqu'on fait de l'hypnose, on va créer une sorte de dissociation. Donc si tu dissocies sur quelqu'un qui est déjà dissocié, c'est compliqué. Donc toutes les pathologies névrotiques, psychotiques qui sont évolutives et actives et non régulées, on va éviter. Donc ça OK. paraît quand même assez cohérent. Euh, Après, je pense qu'on est plus, tu vois, la contre-indication pour moi au quotidien, parce qu'on n'a pas toujours des psychotiques sous les yeux, c'est plus la notion, voilà, de lien qu'il y a entre le patient et le médecin. Tu dois créer ce lien, cette alliance thérapeutique. Tu as deux partenaires face à face. Il faut casser cette hiérarchie du médecin savant par rapport au patient. Et cette contre-indication, ça serait de, voilà, je suis pas en lien avec le patient. Je suis pas en lien avec lui, ou lui n'est pas en lien avec moi, ou il n'y a pas de cadre sécure qui fait qu'il a pas envie de se laisser guider, accompagner. Donc, je pense que voilà, les deux principales contre-indications, c'est l'état psychotique évolué ou actif, ou le non-lien, la non-confiance qu'il y a entre les deux parties. Voilà. C'est assez limité. Donc, ça montre bien que l'hypnose peut prendre beaucoup de place au quotidien, en médecine générale ou même en dehors du cabinet. Très bien, donc tu parles du lien entre le patient et son médecin. Est-ce que tu sous-entends que ça peut être dangereux chez quelqu'un de mal intentionné? A fortiori un soignant mal intentionné, alors évidemment, c'est pas le cas de nos charmants auditeurs de ce podcast, qui cherchent à se former avec des experts comme toi. Mais, est-ce qu'on peut imaginer le cas d'un praticien maîtrisant ces techniques, mal intentionné, qui pourrait, léser ou en tout cas, avoir quelque chose de très péjoratif pour son patient? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut pas oublier que les gens qui font de l'hypnose sont formés, donc logiquement, ils ont été validés par des pairs. Ils ont quand même eu un parcours de formation qui doit, j'espère, assurer leur bienveillance. Bah, lorsqu'on est médecin, on a comme un code de déontologie, donc ça crée une sécurité. Après, l'hypnose, bien sûr que c'est un outil. Et comme tous les outils, quand il est mal utilisé, à mauvais escient, il peut être parfois malheureusement préjudiciable. Il faut pas oublier que l'hypnose, c'est un état de transe qui est passager. Donc même si tu crées un état qui n'est pas forcément favorable au patient, il va pouvoir en sortir à un moment ou à un autre. Il va pas rester en hypnose toute sa vie dans des conditions difficiles. Mais oui, je te réponds oui, parce que j'ai récupéré des patients qui ont fait de l'hypnose dans des conditions parfois douteuses. Il faut avouer aussi qu'il y a des gens qui vivent de ça. Il Mmh. faut être franc. C'est leur métier et que plus ils voient les patients, plus ils sont mal et parfois plus ils gagnent. Ce qui n'est pas notre cas de médecin parce qu'on a intérêt que ça aille vite et libérer la place. Mais oui, parfois, il est vrai qu'il peut y avoir des gens qui sont mal formés ou mal intentionnés et il peut y avoir des moments où ça devient un peu délicat. Lorsque c'est bien fait, lorsqu'on a été bien formé, lorsqu'on sait où on va, on a un accord commun avec le patient, c'est un super outil et qui est sécure et qui apporte des vrais soulagements. C'est vraiment intéressant. Et tu vois, même moi, en tant que médecin, au début, j'étais un petit peu critique, un petit peu regardant sur ce qui pouvait se passer. Je dis, oh, quand même, on me vend du rêve là, avec l'hypnose. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a parfois des situations, des cas, qui se sont résolus par hypnose, bien loin de la médecine traditionnelle, bien loin des protocoles, de l'EBM. Et donc, c'est un super outil. Mais comme tous les outils, il faut bien le manipuler. J'ai hâte que tu me partages un de tes exemples d'interaction avec un patient. Je vais te le poser ça à la fin de l'épisode. Mais tout d'abord, je suis très curieux de savoir comment tu l'emploies au quotidien dans ton cabinet de médecine générale. Est-ce que une séance d'hypnose, ça nécessite des aménagements particuliers en Si, termes de ouais. temps ou d'organisation Mmh. du cabinet? Est-ce que tu dois faire des séances dédiées d'hypnose où les gens prennent rendez-vous pour ça? Ou alors est-ce que tu l'utilises, au cours d'un geste, au cours d'une consultation pour un motif, tout autre? Ok, bah, tu sais, la réponse, elle est multiple. L'hypnose, je pense que c'est un art de vivre, en fait, au quotidien. Donc, déjà personnel et puis donc professionnel. L'hypnose se glisse en permanence dans les consultations, en fait. Lorsque tu as des techniques de communication verbale et non verbale, bah, pour des fois des choses qui sont pas du tout en lien de l'hypnose, tu vas la glisser comme un outil. Je vais citer l'accueil d'un enfant qui est craintif au cabinet, faire une infiltration, poser un stérilet, déstresser quelqu'un qui vient pour une phobie. Donc, l'hypnose, en fait, elle se glisse au quotidien. Et puis, en effet, tu as ce temps dédié. Alors moi, c'est en l'occurrence tous les soirs, je consacre 3/4 d'heure, 1 heure à un patient sur une
problématiques qu'on a étiquetées ensemble, on a travaillé un petit peu en amont, on a vu des choses ensemble, on a balisé le terrain, savoir où on allait. Et là, en effet, dans un contexte beaucoup plus long de temps et de disponibilité, et ben là, en effet, on a un cadre où on met le patient plutôt dans un fauteuil relax. On est assis à côté de lui, on crée vraiment une proximité, à la même hauteur si possible. Et puis là, il y a un travail qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus thérapeutique, et qui demande du temps et des forces et surtout de la disponibilité. Ça, c'est important, y compris mentale, pour être avec le patient. Donc il y a un temps à la fois donc qui est plutôt non calculé, on va dire, dans la consultation. Il y a un temps très précis dédié à ça en soirée. Et puis il y a un temps plus personnel où l'hypnose vient se glisser au quotidien, dans des moments un peu difficiles où l'auto-hypnose ou autre peut t'aider des fois à te gérer toi. Et pour bien gérer les autres, il faut bien se gérer soi aussi. Donc c'est Hmm. intéressant. Grande thématique sur ce podcast. Donc en fait, c'est un outil que tu peux employer comme ça, en mode couteau suisse, n'importe quand en Exactement. consultation, Ouais, super. ou Couteau suisse, alors c'est parfait. quelque chose de très technique, dédié, que tu vas Voilà. employer lors d'une consultation dédiée. Et donc toi, par exemple, au-delà de ton outil quotidien et tes techniques d'hypnose que tu peux employer pour n'importe quel motif, n'importe quelle situation, Mmh. euh, tu reçois un patient tous les soirs pour une Mmh. séance d'hypnose dédiée en ayant au préalable discuté avec ton patient sur à quoi ça va servir, pourquoi on fait ça, où est-ce qu'on va. Oui, et puis moi j'ai quand même pas mal de demandes qui me sont faites, donc j'ai besoin de filtrer aussi. Donc ils me font un mail pour commencer. À travers ce mail, je vois ce qu'il en est comme problématique et comme motivation. Si ça me paraît justifié, il vient de me voir en consultation une première fois. On Hmm. crée un lien thérapeutique, on discute, on voit quels sont les leviers, quels sont les blocages, quelles sont les ressources, quelle est la démarche de soins qui se dessine. Et puis si c'est validé, on part sur un travail qui est de 3, 4 séances maxi, quoi. Ça va assez vite, hein. Très bien. Est-ce que je peux te demander de quelle façon tu les cotes, ces séances? Parce que ça prend beaucoup de temps, c'est Ouais. assez rare. Comment tu fais? Alors en fait, c'est très simple. Moi, comme je suis médecin, j'en profite. Il y a une base sécu, donc ils ont une base de 26,50 qui est remboursée par la sécu. Et puis après, je fais une facture par mutuelle. Je prends, pour l'instant en tout cas, je prends 60 euros de leur poche entre guillemets D'accord. pour compléter le temps qui est celui qui est alloué à ce travail. Donc en général, il n'y a pas de problématique par rapport à ça et ça reste un tarif assez, on va dire, bas par rapport à d'autres endroits où l'hypnose est plus chère. Je veux pas que ce soit un frein non plus au travail, tu vois. Je veux pas que Mhm. l'argent freine les gens. Il y a des gens qui sont vraiment en détresse. Je parle plus des psychotraumas ou des choses comme ça, où là, voilà, il faut pouvoir les accompagner sans que l'argent soit un frein. Bien sûr, ok. Il faut savoir trouver le juste Le milieu. juste équilibre, hein, tout à fait, ouais. Exactement. Est-ce que tu aurais, Nicolas, des formations à recommander à nos éditeurs, à nos confrères, à nos consoeurs, pour tous ceux d'entre nous qui veulent se former à l'hypnose, voire se spécialiser? Est-ce que tu as notion des DU, des formations Oui. robustes pour apprendre, développer l'hypnose? Alors, tu sais il y a beaucoup de DU en France qui existent par rapport à l'hypnose. Moi, j'ai été formé à une école de Rennes d'hypnose, puis à un DU à Rennes, donc j'ai un peu la double étiquette. Mais il y a un DU, il y a des DU à Tours, à Salpêtrière, enfin, à différents endroits. Donc les DU, il n'y a pas de souci pour en trouver. Les écoles, bah, les instituts, il y en a un peu partout. Donc attention où on va, où on met les pieds et qui fait quoi. Donc là, attention quand même, faut être un petit peu regardant. Je pense que médecin vaut mieux faire des DU, c'est quand même beaucoup plus sécure et plus reconnu aussi D'accord? par rapport à ça. Et puis les formations, elles se passent beaucoup aussi en ligne, par internet, par des vidéos, par des lectures. Donc c'est un peu, voilà, tu vois, il y a différentes sources de possibilités pour se former. Mais restons sur des DU. Ça me paraît beaucoup plus sécure, beaucoup plus validé. C'est souvent fait par des médecins, donc ça me paraît important que des médecins parlent à des médecins et de voir que des médecins ont une autre approche que les médecins qu'on côtoie habituellement, qu'on a connus durant nos études, et qu'il y a autre chose que ce qu'on apprend là dans les facultés, et que des fois, bah, c'est intéressant que les médecins s'ouvrent à autre chose que l'EBM ou des protocoles très médicaux ou très médicamenteux. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la puissance de l'hypnose, je trouve, c'est qu'on peut aider les gens, tu vois, en tant que médecin sans médicaments, ce qui est quand même pas fréquent, et c'est pas ce qu'on apprend durant nos études. Donc avoir un outil Exactement. non médicamenteux, c'est intéressant. C'est une grande part de mon travail, notamment sur ce podcast, c'est de parler des INM, des interventions non Tout à médicamenteuses, fait. de tout ce qui fait du bien, ce qui est sous-coté et ce qui apporte plus de bénéfices que d'inconvénients. Et je t'avoue que j'ai pas rencontré beaucoup de profs à l'université qui m'ont branché sur l'hypnose, en tout cas jusqu'à présent, mais tu fais partie d'une génération de gens qui popularisent ça et c'est excellent. Ça me paraît important que notre parole de médecin puisse rayonner, en fait. Tu vois, qu'on puisse apporter un gage de sécurité, qu'on puisse valider ce qui se passe durant nos séances.
Donc ouais, ça me paraît important qu'on se positionne par rapport à ça. Et puis il y a des gens qui commencent à émerger, hein, des professeurs, des médecins qui se mettent un petit peu en première ligne par rapport à tout ça. C'est très bien, et tant mieux que ça bouge. C'est important que ça bouge. Exactement. Est-ce que tu peux me partager, Nicolas, un exemple concret pour qu'on puisse se faire une idée de cet outil, de l'hypnose? Mhm, mhm. Un exemple dans lequel l'hypnose t'a permis d'observer des transformations chez un de tes patients? Waouh, alors là, il y a tellement eu de cas, tellement de réussites aussi, tu vois, un peu étonnamment, de gens où je pensais pas du tout que ça pourrait aider à ce point-là. OK, Quelques échecs, mais pas tant que ça au final. OK. Après, si tu me demandes des cas précis, j'en ai deux anciens qui me viennent en tête. Mmh. Une patiente qui avait des douleurs de jambes après une chute de ski, et qui a eu des douleurs qui se sont accentuées au fil des mois. J'ai fait des bilans dans tous les sens, des PET scans, des IRM, elle a fini en médecine interne à Tours pour être épluchée des pieds à la tête. Et puis zéro réponse, zéro soulagement, elle était mise sous morphine, sous Lyrica, tout ça. Et puis un jour, elle me dit, je peux plus vivre comme ça, c'est pas possible, je peux plus faire mon métier, je peux plus faire de sport, faut trouver une solution. Je dis, écoutez, moi, j'ai pas d'autre solution que ce qu'on a fait, sauf l'hypnose. Elle m'a dit, ok, je m'en fous, je suis prêt à tout. Et on a fait 2 séances d'hypnose. Et au bout de 2 séances, elle avait plus de douleur à la jambe. Alors elle a fait des liens, elle a compris des choses avec son histoire aussi, mais cette douleur s'est levée. Et aujourd'hui, je la vois régulièrement, c'est une patiente que je vois souvent, et qui me remercie régulièrement, me dit, mais merci docteur, parce que j'étais dans une situation très compliquée, et il m'avait, je dirais pas le mot sauvé, mais c'est ce qu'elle emploie, en tout cas elle. Donc ça, c'est intéressant. J'aime bien citer aussi, d'ailleurs c'était un peu le thème d'un article que j'avais rédigé par rapport à l'hypnose que j'avais fait en avion. J'ai eu 2 cas où, il y a Mmh. eu une première fois une crise d'angoisse, un jeune qui fait une crise d'angoisse en plein vol, donc c'était pas forcément super cool pour tout le monde. Et là, avec des techniques d'hypnose, j'ai réussi facilement, on va dire, à le rassurer et à le calmer. Et une fois plus compliqué, ouais, c'est une jeune fille qui avait une maladie de Crohn, en fait, elle avait une poussée de Crohn en plein vol. Donc là, elle se relevait par terre à crier, donc là, tout le monde était en panique. C'était en pleine nuit en plus, donc c'était pas forcément évident. Et là, j'étais un petit peu démuni. Je me disais, merde, qu'est-ce que je peux faire avec cette jeune fille qui est là? J'ai pas de médicaments, j'ai rien. Elle est sortie d'hospice il y a 15 jours d'ailleurs pour ça. Et je me dis, là, je suis un peu, c'est compliqué. Donc on m'a demandé s'il fallait poser l'avion ou pas. Je dis non, on va continuer le vol. Et j'ai trouvé autre chose. Et j'ai trouvé l'hypnose, qui était mon couteau suisse dans ma poche. Et là, on a pas de technique assez habituelle en fait, hein. J'ai réussi à la calmer, à la soulager, et puis elle s'est endormie. Elle a dormi tout le vol. Et le lendemain, c'est un moment avec un grand sourire qui m'a remercié. Plus récemment, c'est intéressant aussi, j'ai eu le cas d'une aide-soignante qui bossait en réa durant le Covid. Et durant le Covid, elle a commencé à consommer des benzos, des hypnotiques pour dormir. Et là, elle m'était adressée par un médecin pour l'aider à mieux dormir. Et elle a fait une séance d'hypnose. Je l'ai revue la semaine dernière. Et elle m'a dit, je comprends pas, j'ai fait une séance avec vous. La première nuit, j'ai mal dormi comme pas possible. Mais le lendemain, j'ai retiré les médicaments et maintenant je le ressens. C'est la première fois depuis 3 ans. Intéressant aussi. Et puis, je vais finir sur une autre patiente que j'ai vue il y a très peu de temps aussi, une jeune femme qui avait des difficultés avec son papa, un vécu un peu difficile. Et on l'a accompagnée par rapport à ça. Je l'ai aidée à changer de regard par rapport à son père. Elle a rédigé une lettre à son papa qui était en fin de vie. Et le soir même de la dernière séance, elle m'a dit, j'étais le voir. Et cette lettre, je lui ai lue. Et je lui ai dit tout ce que j'ai sur le cœur. Et il est mort la nuit qui a suivi. Et elle est venue me voir avec une boîte de chocolat. Elle dit, grâce à vous, j'ai pu me libérer d'un poids. Et je n'aurai plus de regrets par rapport à ce papa. Donc tu vois, il y a toute une démarche globale, holistique, à la fois Mmh. psychothérapeutique, par rapport aux douleurs, par rapport aux difficultés psychologiques. Mais il y a tellement de cas, d'exemples qui donnent envie de continuer à accompagner les gens. Et je dis souvent, j'ai plus de reconnaissance parfois par l'hypnose que par la blouse de médecin prescripteur qui ordonne, tu vois, quelque chose à faire. Et que le fait d'accompagner les gens en hypnose, c'est une belle réussite et franchement, c'est beau. C'est beau. Ça fait, en tout cas, incroyablement envie de J'espère. pouvoir, maîtriser. On a l'impression que tu décris un super pouvoir parce qu'en plus tu n'as besoin de rien physiquement à part, ta présence, ton cerveau, ta bienveillance et quand on Il y a un peu de t'écoute, formation quand même, hein. Il y a quand même ah eu beaucoup ouais, de temps de formation quand même. Il y a eu beaucoup de temps ça de se lecture, voit, de formation. Ouais, ouais, c'est bien pas, sûr. on est sur le podcast Super Docteur, mais il n'y a pas de super pouvoir. C'est que Mmh. l'hypnose, il n'y a pas de magie, hein. C'est vraiment de l'accompagnement avec des techniques. C'est le patient qui est acteur, en fait, dans tout ça, hein. Nous, on l'encourage. Donc, faut aussi rester très humble, hein. Tu vois, des fois, on pourrait croire qu'on a vraiment des pouvoirs magiques, comme tu dis. Mais en fait, tout ça, c'est juste un accompagnement, mais qui parfois lève des vrais blocages. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est passionnant. Nicolas, avant de te libérer et que nous nous disons au revoir, est-ce que tu peux me toucher un petit mot sur l'auto-hypnose pour les patients? Et est-ce que on peut, par exemple, les initier à cette pratique? Est-ce que tu peux peut-être me donner quelque chose de pratique
qu'on puisse appliquer dès demain au cabinet pour donner à nos patients? Ok. L'auto-hypnose, on la fait tous au quotidien. Lorsqu'on a des loisirs, des plaisirs, lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on va au cinéma, on écoute de la musique. C'est un temps de ressources qui est en fait très naturel, très habituel. Quand on fait de l'hypnose, on propose aux patients de faire de l'auto-hypnose pour renforcer le travail qui est fait en consultation. D'accord. Ça paraît être un outil nécessaire pour aussi perpétuer ce qui est fait et rendre autonome le patient par la suite. Donc auto-hypnose, oui, c'est important. Moi, je le prescris. C'est pas une blague. J'ai vraiment une ordonnance où je marque auto-hypnose et puis il y a tout un petit protocole à suivre pour guider les Ok. patients. Il m'arrive parfois, soit avant, soit après les séances, de donner ces petits supports audio que j'ai fait pour aider le patient à faire l'auto-hypnose. Mais ça paraît en fait nécessaire. Il n'y a pas de réussite en hypnose au cabinet sans auto-hypnose à côté. Ça paraît un peu étonnant, mais c'est comme ça que ça fonctionne en fait, une sorte d'équilibre. Et l'auto-hypnose, c'est aussi montrer au patient que c'est lui qui a non pas les super pouvoirs, mais cette capacité à être acteur de sa guérison. L'auto-hypnose passe aussi, comment dire, pour être une hygiène de vie aussi. L'auto-hypnose par rapport à faire du sport, mieux manger, se détoxifier de médicaments, d'alcool, de tout ce que tu veux. Donc l'auto-hypnose, oui, c'est important. Je sais plus trop ta question a été tournée, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est nécessaire dans notre pratique du quotidien. De dire, voilà, vous avez un outil, je vous l'ai montré. On a travaillé un petit peu ensemble sur comment faut faire. Et chez vous, il faut continuer à entretenir tout ça. Tu vois, cette hygiène de vie psychocorporelle, il faut l'entretenir. Donc oui, c'est important l'auto-hypnose. Après, tu auras sur les supports audio, Spotify, Deezer ou sur YouTube, tu as plein de trucs d'auto-hypnose. D'accord. Il y a différentes écoles, différentes techniques, mais ça reste intéressant en tout cas que chaque patient qui a fait de l'hypnose en soins continue à en faire chez lui. Ouais, ça paraît essentiel même. Nicolas, je te remercie infiniment. J'ai passé un délicieux moment en ta compagnie. J'ai appris énormément de choses et je suis sûr Tant que mieux. cet épisode va permettre d'évoquer non seulement la curiosité, mais peut-être même des futures passions et des formations chez nos J'espère, confrères et j'espère. nos consoeurs. De s'ouvrir un petit peu à autre chose. Je dis souvent aux étudiants qui sont avec moi qu'il faut des fois élargir le champ des connaissances et de conscience et des possibles, et qu'il y a plein de choses magnifiques qu'on peut faire avec les patients au-delà des médicaments, et que c'est un super outil et qui redonne le sourire, j'ai envie de dire, ou ou qui redonne l'envie de s'ouvrir, j'ai envie de dire aussi, au monde intérieur qui est le sien et au monde extérieur qui nous entoure. Voilà, c'est une petite conclusion que je peux faire si ça peut bien résumer les choses. Merci Nicolas, à bientôt. Merci à toi. Félicitations, vous êtes bien arrivé à la fin de cet épisode du podcast. S'il vous a plu, si vous avez appris des choses utiles et que vous souhaitez que je poursuive ce travail, vous pouvez vous abonner à ce podcast et en parler à un de vos confrères ou une de vos consoeurs. Et si vraiment vous voulez m'aider, vous pouvez me laisser une note de 5 étoiles sur vos applis et un petit avis sympa pour référencer ce podcast. Pensez également à vous abonner à la newsletter, je vous envoie chaque mois un mail à haute valeur ajoutée pour la médecine générale, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt!